it is not going to discourage them or affect their ability to love. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, heure du Caire, soit 18h, temps universel. Une édition un petit peu spéciale puisque l'Égypte est en deuil pour cet attentat perfide commis par des lâches contre des Égyptiens. Je ne dirais pas des Coptes, je dirais tout simplement contre des Égyptiens puisque nous sommes tous Égyptiens, peu importe la communauté ou la religion que l'on pratique du moment que l'on vit dans ce territoire. Nous sommes tous égyptiens. Et donc nous allons en parler ce soir, mais nous allons surtout parler de lutte antiterroriste. La source, les solutions qui peuvent être envisagées. Nous allons d'ailleurs tout de suite analyser ensemble le discours du chef de l'État qui avait déclaré que l'attentat qui a visé l'église Saint-Pierre et Saint-Paul du Caire, donc à côté de la cathédrale Saint-Marc, la cathédrale orthodoxale, a été perpétré par le kamikaze Mahmoud Shafiq Mohamed Mustafa, âgé de 22 ans, et que 4 de ses complices ont été arrêtés, dont une femme, et que les autorités cherchent toujours 2 autres personnes. Le kamikaze a déclenché une ceinture d'explosifs à l'intérieur de l'église, tuant 22 personnes et en blessant 49. Les détails dans ce récit. Le président Abdel Fattah el-Sisi a dévoilé aujourd'hui l'identité du kamikaze qui a perpétré l'attentat qui a visé hier l'église Saint-Pierre et Saint-Paul du Caire. C'est un jeune homme âgé de 22 ans qui s'appelle Mahmoud Shafiq Mohamed Mustafa. El-Sisi a ajouté que 4 de ses complices ont été arrêtés, dont une femme, et que les autorités cherchent toujours 2 autres personnes. Le kamikaze a déclenché une ceinture d'explosifs à l'intérieur de l'église, tuant 22 personnes et blessant 49. El-Sisi a fait ces déclarations durant les funérailles populaires des martyrs de l'Égypte, en insistant que l'attentat visait toute l'Égypte, pas seulement la communauté copte, et que la douleur affecte tout le peuple. El-Sisi a aussi précisé que la police a passé la nuit à rassembler les parties du corps du kamikaze pour l'identifier. S'exprimant devant des dignitaires civils et religieux, coptes et musulmans, le président a assuré que c'est un coup qui nous a fait mal, mais qui ne va pas nous briser. Les Coptes d'Égypte célébraient lundi les funérailles des 24 personnes tuées la veille dans l'attentat dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul du Caire. Plusieurs centaines de fidèles se sont rassemblés dans l'église de la Vierge Marie, où les cercueils des victimes étaient alignés près de l'autel. Prenant la parole, le pape Tawadros II, chef de l'église copte orthodoxe, a qualifié l'attentat de coup dans le cœur de l'Égypte. Les réactions du monde entier fusent par rapport à cet attentat perfide. L'attentat donc ignoble contre l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul a suscité de vives réactions de par le monde, condamnant un acte lâche visant une âme innocente. D'ailleurs, le président français a adressé toutes ses condoléances au peuple égyptien et un discours de l'ambassade de France avait été émis, chers compatriotes, chers membres de la communauté donc au Caire, en Égypte, la communauté française en Égypte, alors qu'un attentat vient de se dérouler dans une église copte du centre-ville du Caire. Donc l'ambassadeur, je tiens à saluer la mémoire des victimes de cet acte odieux et à présenter à leurs familles nos plus vives condoléances. J'adresse également l'expression de notre compassion et notre solidarité à la communauté copte et au peuple égyptien. D'ailleurs, l'ambassade et toutes ces institutions observeront demain à 9h35 une minute de silence. Tout de suite, plus de détails dans ce récit. Le président Abdel Fattah el-Sisi a condamné hier l'attentat terroriste perpétré dans l'église copte de Saint-Pierre, jouxtant la cathédrale copte d'El Abbasiyya au Caire, le qualifiant de lâche. Le président a déclaré 3 jours de deuil national à compter de dimanche. Le Premier ministre Cherif Esmaïl a également réagi dans un communiqué. Les musulmans et les chrétiens de la nation sont solidaires contre ce terrorisme noir. Le grand imam d'Al-Azhar, plus haute institution de l'islam sunnite, Cheikh Ahmed al-Tayyib, a fermement condamné cet attentat ignoble
Et dans un communiqué, l'imam Ahmed El-Taïb qualifie l'attentat meurtrier d'explosion terroriste infâme qui a visé des âmes innocentes. Pour sa part, le mufti de la République, Shawqi Allem, a condamné l'attentat, le qualifiant de lâche, ajoutant que les auteurs de l'acte odieux étaient devenus adversaires du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le mufti a en outre appelé tous les Égyptiens à s'unir face au terrorisme qui visait à semer la zizanie entre musulmans et chrétiens. L'attentat ignoble contre l'église de Saint-Pierre a suscité de vives réactions partout dans le monde. Lors de la prière de l'Angélus, le pape François a exprimé sa proximité avec son cher frère, le pape Tawadros II, ainsi qu'avec les chrétiens de l'Égypte, a déclaré hier l'ambassadeur d'Égypte au Vatican, Hatem Seif el-Nasr. Le président russe Vladimir Poutine a de son côté exprimé ses condoléances au président El-Sisi. M. Poutine a précisé que cette tragédie confirme la nécessité d'une lutte commune contre le terrorisme international. Le président français François Hollande a lui aussi exprimé dans un communiqué ses condoléances aux familles et à l'Égypte. Dans un communiqué, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, les condoléances de l'Union européenne en notant que tristement, ce n'est pas la première attaque terroriste ces derniers jours. Réaction aussi du pape François qui lance le défi de la non-violence aux responsables politiques, économiques, religieux et médiatiques à travers le monde dans son message annuel pour la paix publié aujourd'hui. Aucune religion n'est terroriste. La violence est une profanation du nom de Dieu, insiste le pape François dans son message qui sera lu le 1er janvier à l'occasion de la 50e journée mondiale de la paix. Plus de détails avec ce récit. Heureux les doux, dit Jésus, les miséricordieux, les artisans de paix, les cœurs purs, ceux qui ont faim et soif de justice. C'est aussi un programme et un défi pour les leaders politiques et religieux, pour les responsables des institutions internationales et pour les dirigeants des entreprises et des médias du monde entier, assure le pontife argentin. C'est un défi à construire la société, la communauté ou l'entreprise dont ils sont responsables avec le style des artisans de paix, à faire preuve de miséricorde en refusant de rejeter les personnes, d'endommager l'environnement et de vouloir vaincre à tout prix, ajoute le pape. Intitulé « La non-violence, style d'une politique pour la paix », ce message doit être lu dans toutes les églises catholiques le 1er janvier à l'occasion de la 50e journée mondiale de la paix. Après avoir fustigé dans son message de l'année dernière l'indifférence d'un monde surinformé, il appelle chacun à reconnaître la violence qu'il porte en lui-même et à se laisser guérir par la miséricorde de Dieu en devenant ainsi à son tour un instrument de réconciliation. Refusant l'idée que la non-violence puisse être une forme de capitulation, de désengagement et de passivité, le pape évoque les réussites de Mère Teresa de Calcutta ou de Jean-Paul II contre les régimes communistes d'Europe de l'Est. إن رسالة الإسلام قد أرسل قواعد التعايش السلمي بين مختلف الأديان والأعراق. هذا الدين مرتبط بالأديان السماوية برباط عضوي لا ينفصل. الإنسان الشرقي بطبيعته متدين يحب الدين لأنه يعمق الصلة الشخصية بينه وبين الله. في الوجود اللي احنا فيه كله مش لوحدينا ومش ممكن هنبقى لوحدينا. إن مشيئة الله قضت أن يخلق الناس مختلفين حتى في بصمات أصابعهم. يقول القرآن: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. وحرية العقيدة مكفولة في القرآن بنص صريح. واحنا أوصياء على عقول بعض، على اختيارات بعض. في الدين بالذات لا بقى. لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. حرية الإنسان وحرية الإيمان والاعتقاد تقف عند حدود حريات الآخرين. المسلم الذي يؤذي أهل الكتاب تبرأ الله ورسوله منه في الدنيا والآخرة. يا ترى في مدارسنا وفي معاهدنا وفي كلياتنا بنعلم احترام الآخر؟ لا يمكن أن يكون ثم سلام بين الشعوب ما دام لا يكون ثم سلام بين الأديان. نحن رجال الدين علينا مسؤولية كبيرة. كل واحد فينا هيتحاسب لوحده وهيتسأل لوحده.
Avec nos invités ce soir, comme je vous l'ai indiqué, une édition spéciale. 3 jours de deuil ont été décrétés par le chef de l'État face à cet attentat perfide qui s'est déroulé donc à côté de l'église copte orthodoxe, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc c'était la célébration de l'Angélus. C'était une réunion donc de fête et puis cet attentat a été commis qui a endeuillé l'Égypte et endeuillé aussi le monde. Alors nous allons évidemment parler de la lutte antiterroriste et puis ses différents aspects. Hormis l'aspect sécuritaire, nous allons évoquer l'aspect socio-économique, le profil même de ces terroristes, puisque vous allez voir que leur profil, le profil du terroriste qui a été donc soupçonné, qui a été identifié en Égypte, ressemble à peu près au profil des terroristes qui ont commis les attentats un peu partout dans le monde. Nous allons voir s'il y a des solutions possibles hors la solution sécuritaire, puisque ces gens-là, le nouveau défi est que ces gens-là en fait agissent comme des loups solitaires. Comment régler tout ça? Nous avons nous invité Rania Kamar, spécialiste en développement humain. Merci d'être avec nous. Et spécialiste en histoire des idées aussi. Et voilà, en histoire des idées. Voilà, merci. Et idem. Merci à vous. Et Dr Tawfiq Lemondos, vous êtes donc professeur à la faculté de Sciences Po à l'Université du Caire. Merci d'être avec nous. Le discours du président tout à l'heure, c'est ce qui ressort, c'est donc une fermeté contre les auteurs de ces attentats terroristes. Qu'est-ce qu'on pourrait entendre comme définition du mot fermeté? Est-ce que l'Égypte n'était déjà pas ferme dans son attitude avec les terroristes? Est-ce qu'il y a encore mieux à faire? Je commence peut-être par vous, Dr Rania. Moi, je pense que la fermeté n'est pas vraiment la solution. Moi, je pense que tout d'abord, il faut analyser un petit peu les raisons de ces actes-là. Pourquoi ces personnes agissent de la sorte. Donc, ils sont surtout ou sûrement des personnes qui sont déséquilibrées quelque part. Donc, il faut chercher, je pense, pourquoi ils sont devenus des êtres déséquilibrés, qu'est-ce qu'ils ont traversé dans leur vie, qui a causé qu'ils ont une haine, une très grande haine, donc qui évolue contre la société. Il faut d'abord régler ce problème-là, donc chercher les raisons, les analyser et y remédier. Et donc, je pense que c'est une sorte de frustration, c'est une sorte de déception contre la société. On va analyser tout ça. L'Égypte, docteur Tawfiq, si on devait la placer sur la carte des pays, disons, qui luttent contre le terrorisme, est-ce que l'Égypte a les moyens de lutter contre ces gens-là? L'Égypte est particulièrement bien armée, dans tous les sens du mot. C'est-à-dire qu'elle a une grande expérience de 30-40 ans. Elle a une population, alors évidemment avec les derniers problèmes économiques c'est moins évident, mais qui dans l'ensemble a choisi son chef de l'État et est plutôt derrière lui. Et si elle a des problèmes avec lui, ce n'est pas sur la question de la fermeté ou de l'absence de fermeté vis-à-vis du terrorisme. Donc il y a un savoir-faire, il y a une culture religieuse, c'est-à-dire que ça c'est le positif. Savoir-faire, public religieux, culture religieuse, opinion publique plutôt favorable à l'actuel régime, même si ça a diminué. Ce qui est contre, par contre, c'est le fait que il y a des régions entières qui sont séduites par cela.
Il y a des régions plutôt reculées. Hein. Oui, voilà, mais enfin, elles existent. Il y a un problème de la pauvreté extrêmement aigu en Égypte. Et il y a, disons que l'Égypte est quand même le pays mère de cette mouvance. C'est puisque Hassan el-Banna, qui est le fondateur historique de la confrérie des frères musulmans, est né là. Alors pour vous répondre, fermeté par fermeté, évidemment l'Égypte est assez ferme, mais il y a souvent au sein de l'appareil d'État des discussions sur une éventuelle réconciliation et d'abord, est-ce que le principe est acceptable ou pas, et deux, à quel prix, et qu'est-ce qu'on peut céder et qu'est-ce qu'on ne peut pas céder. Alors là, je suis enclin à penser que ça veut dire, bon, pour le moment, on n'en parle pas. On est en terre de la réconciliation. Peut-être que j'extrapole. On enterre le processus de réconciliation, puisque régulièrement il ressort, et régulièrement... Ouais. Avec les membres de la confrérie, c'est ça? Oui, avec les membres de la confrérie, ils n'ont pas commis d'acte de violence. C'est peut-être que j'extrapole. Mais je ne vois pas ce que ça veut dire. Comme vous dites, effectivement, on ne peut pas lire ce régime. Mais je veux dire, législativement parlant, légalement parlant et sécuritairement parlant, l'Égypte avait fait preuve quand même de fermeté. Je le dis, donc je ne vois pas pourquoi c'est dit. Donc, il n'y a rien à ajouter finalement. Ça, vous savez, vous pouvez toujours plaider soit que ce n'est pas assez dur, soit que c'est trop dur. Ça, vous aurez toujours des arguments dans un sens ou dans l'autre. Le profil, Dr Rania, de cette personne, donc Mahmoud Shafiq Mohamed Mustafa, qui a été un jeune de 22 ans, donc un jeune qui a été engrainé dans le radicalisme, mais on sent que c'est quand même comme ceux qui ont commis les attentats contre Charlie Hebdo, comme ceux qui... Ils ont beaucoup de similitudes. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, en fait, il faudrait voir pourquoi c'est ces jeunes-là qui sont inculpés et qui sont enlisés dans des actes terroristes, parce que tout simplement, ce sont les plus fragiles, ce sont des esprits un petit peu fragiles, ce sont des jeunes qui n'ont pas assez d'expérience dans la vie, ce sont des jeunes qui n'ont pas aussi un certain estime de soi, voilà, qui ont des buts dans la vie qu'ils n'ont pas pu réaliser. Donc, ils sont quelque part faciles à manipuler, ce qui fait qu'on leur fait un certain lavage de cerveau et on arrive à leur faire croire que c'est à travers ces actes-là qu'ils seront récompensés par le paradis, par exemple, ou qu'ils auront une certaine récompense au milieu des personnes qui partagent leur même idéologie. Donc finalement, c'est la misère qui pousse certains à rentrer dans ce radicalisme-là. Oui, c'est la misère, c'est le fait de ne pas être assez intégré dans la société, c'est le fait aussi d'être fragile, c'est-à-dire que depuis l'enfance, on n'a pas eu des valeurs fondamentales bien ancrées, donc on est influençable, ce qui fait aussi que ce sont des personnes déséquilibrées, et je veux dire par déséquilibrées, c'est-à-dire que tout d'abord, pour être équilibré, on doit avoir une certaine estime de soi, on doit avoir un certain but dans la vie qu'on peut réaliser ou bien qu'on est en train de réaliser. Donc ce n'est pas leur cas peut-être, donc ils sont quelque part désespérés. Et puis il faut aussi, pour être équilibré, avoir aussi l'estime d'autrui. Donc être bien intégré dans la société, avoir l'image qu'on veut avoir à travers la société, donc ce qui n'est pas du tout le cas de ces jeunes-là, ce qui les pousse quelque part à commettre ces actes terroristes. Je vais poser une question à vous, Dr Tawfi, puis je reposerai la même chose à vous, Dr Rania aussi. En ce moment, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens quand même fustigent certains manuels scolaires qui sont enseignés dans l'école publique égyptienne, qu'ils estiment pousser finalement, puisque vous parlez de déséquilibre, vous parlez de manque de repères, qui poussent certains jeunes. Alors, ils prennent en fait finalement, ce sont des cours de religion, des livres de religion. Ils prennent les mots, ils inculquent aux élèves d'une manière assez radicaliste et sans vraiment une ouverture d'esprit sur l'autre. Vous avez sûrement vu ça, puisque vous suivez les réseaux sociaux tout comme moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cette explication vient compléter celle de Madame. Dans l'ensemble, oui, il y a des problèmes. Les gens qui choisissent cette voie ont des problèmes d'identité. Alors ça peut être identité individuelle, familiale ou collective.
C'est assez clair. Et après, la question est que si toute personne ayant des problèmes d'identité, dans toutes les personnes, c'est ça le mystère, pratiquement nous avons tous à un moment ou un autre dans notre vie des problèmes d'identité et nous ne passons pas le cap. Et nous ne parvenons pas à délimiter en tant que praticiens de sciences sociales pour J'avais vu le livre de M. Khosrow Kavar sur El Qarda parle, qui avait interviewé des détenus dans les prisons françaises qui avaient rejoint El Qarda, et finalement tout leur discours, 85% du discours, j'aurais pu le dire, vous aurez pu le dire, et je dis non musulmans, quoi. Vous musulmans, vous aurez pu le dire, et puis à un moment donné, ça Quel ça type de dérape. discours il tenait? Que c'est un pays, la France est un pays où il y a trop de permissivité, le relativisme est insupportable, c'est des choses voilà, qu'il n'y a plus de respect. Mais là, en fait, on est en train de remettre en question tout un système, c'est-à-dire que le relativisme, ce sont des idées ancrées dans la mentalité, l'identité française depuis les siècles des Lumières. On est en train, c'est une remise en cause du système en soi. Disons qu'à un moment donné, il y a eu une remise en cause les éléments les plus conservateurs. Alors, j'ai décidé que vous étiez conservateur, ou peut-être pas, mais oui, que j'étais conservateur, je suis peut-être pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un passage. À un moment donné, il y a un glissement qui n'est pas inéluctable. Des gens le font, d'autres ne le font pas. Mais c'est assez fascinant, parce que c'est un discours qu'on comprend. J'ai dit qu'on peut partager, mais 85% du discours, on peut le comprendre, effectivement. Mais le problème français, pour vous répondre, il est indubitable qu'en Égypte, c'est lentement installé dans les années 70, et c'est pas parti, ça s'est plutôt aggravé, une culture, je ne sais pas si je dois dire du mépris ou de la haine d'autrui. L'Égypte a toujours été un très savant dosage, culturellement parlant, entre la gestion du pluralisme et un attachement fort à une identité qui avait tendance à exclure ce qui ne lui plaisait pas. C'est-à-dire, c'est à la fois un pays qui sait gérer le pluralisme, mais qui a des tendances exclusivistes. Et on est passé... Mais c'est en rapport surtout avec tout ce qui est colonial. On sait très bien que c'est toujours une caricature. Lorsque le colon vient, enfin les Anglais sont venus en Égypte, ils ont appris l'arabe, c'est pas les Égyptiens qui ont appris l'anglais. Donc ça c'est la caricature pour dire que finalement c'est d'identité forte. Oui, on est d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a à la fois une très longue histoire, mais la longue histoire excuse tout, comme les problèmes psychologiques excusent tout. Il y a un mystère pour moi. Il y a un mystère, effectivement, la description de madame est extrêmement pertinente, sauf qu'elle vaut pour beaucoup de monde qui ne passe pas à l'acte. Il y a ce mystère. Et il y a d'autre part, vous me posez la question des manuels scolaires, c'est installer une culture ou un enseignement prônant dans les deux religions, disons une distanciation radicale par rapport à l'autre et une distanciation fondée sur le mépris et le désamour. Moi, je suis enclin à parler de haine, mais pour qu'on reste d'accord, et sur la haine d'autrui. Après, la population ne le suit pas. La population, la grande majorité, je dirais, aurait peut-être des problèmes avec l'égalité, avec l'idée de l'égalité de tous les citoyens, mais elle n'est pas dans la destruction de l'autre. Oui. Il ne faut pas peut-être accorder l'égalité à tout le monde. Alors chacun a ses propres critères, mais par contre, tout le monde a sa place en Égypte. Et il faut respecter tout le monde. Après, mais vous avez raison, les manuels scolaires, il y a un problème. Après cela, vous avez ce que j'appelle le problème de la ligne Buisson. La ligne Buisson, vous savez, c'est la ligne du conseiller de M. Sarkozy, qui pensait qu'on pouvait faire la guerre à l'extrême droite qu'en disant la même chose, avec quelques nuances. Alors là, on a souvent été dans la position que, en fait, si vous voulez, un discours radicalement nouveau sera un discours de plus, et il ne détruira pas le discours ancien, il viendra à côté, et ça prendra du temps. Et d'autres qui disent, non, la meilleure manière, c'est quand même devenir de plus en plus conservateur, mais sans devenir extrémiste. Et c'est une balance compliquée. Devenir de plus en plus conservateur sans devenir extrémiste. Oui. Mais dans quel but? Mais dans le but de penser que, comment vous dire, que l'extrémiste est un conservateur très fâché. Et que donc si on lui donne des gages de conservatisme, il ne deviendra pas extrémiste. Et d'autres qui vous diront, c'est un peu ça l'idée. Et d'autres qui vous diront, non, il faut faire tout à fait autre chose, parce que si vous entrez dans ce jeu, pourquoi vous arrêtez à conservateur? Vous pourrez passer le pas de toute façon. C'est vrai que c'est une politique assez tordue. Mais disons, le choix a été de dire on combat le conservatisme, on combat l'intégrisme qu'avec du conservatisme. D'accord. Et on n'a pas de... Comment vous dire? Il faudrait essayer de
politique en même temps pour voir laquelle marche mieux. Au discours entièrement nouveau ou discours conservateur. Je vous pose la même question par rapport donc à cette histoire de manuel, docteur Rania. Oui. Les manuels scolaires, moi je pense qu'ils doivent être complètement modifiés. Je pense que dans les manuels scolaires, on doit apprendre aux enfants, qu'ils soient musulmans, chrétiens, autres, d'accepter l'autre. Et l'autre, là, je ne veux pas dire aussi qu'il soit musulman ou chrétien ou non, mais l'autre dans toute sa différence, l'autre qu'il soit blanc ou noir ou d'une autre origine, d'une autre race, d'une autre culture, d'un autre physique même, c'est-à-dire juste accepter l'autre. Donc je pense qu'on a besoin impérativement d'intégrer dans nos programmes dès les écoles primaires et même au collège, comme je le répète toujours, le fait d'accepter l'autre avec toute sa différence. Ça c'est très important. Et d'un autre côté aussi, ce n'est pas seulement les manuels scolaires, mais c'est une décision qui doit être prise par les responsables politiques, que à travers les médias, à travers les institutions religieuses, à travers la culture qui passe dans tout le pays, il doit y avoir un message clair et net qu'il faut apprendre donc aux jeunes, aux adultes même, d'accepter l'autre, d'aller vers l'autre, d'être plus ouvert, plus tolérant. Mais ça, c'est un petit peu l'objectif des religions, parce que de toutes les façons, la parole, je veux dire, le Coran, les sourates en elles-mêmes ne changeront pas. C'est peut-être la manière dont font... voilà, nous sommes au XXIe siècle, on n'est plus dans les années 50. Et d'ailleurs, à propos des années 50 et cette belle époque en Égypte, je veux dire... Ils étaient plus ouverts. Voilà, mais voilà, donc on apprenait les mêmes choses. Je veux dire, les versets n'ont pas changé. C'est toujours les mêmes choses, mais voilà. Mais ce que je comprends pas, c'est que on a l'impression que les gamins interprètent mal, ou alors on les emmène à mal interpréter finalement des choses qui sont basiques dans l'islam. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, moi je pense que non, ça a changé. L'enseignement n'est pas le même. Alors on a toujours veillé depuis 1923 à doter ou à construire une identité, je dirais, musulmane moderne. Ou chrétienne moderne dans les cours donnés, mais cela a changé. Alors, je vais laisser les cours de religion, encore que je peux y revenir, parce que vous choisissez forcément une interprétation par rapport à une autre. Mais moi, je sais, par exemple, j'ai 57 ans, donc je parle des années 70, cycle secondaire, ce que j'ai appris, par exemple, dans mes manuels d'histoire, qui étaient déjà en très nette régression par rapport aux années 60, c'est beaucoup plus progressiste que ceux qu'on apprend aujourd'hui. C'est-à-dire nous avions quand même des cours d'histoire universelle. Alors, qui aurait fait bondir n'importe quel historien, mais au moins les gens savaient qu'il y avait, pouvaient à peu près connaître les dates clés de l'histoire européenne et les processus clés de l'histoire européenne. Ce qui s'est passé, je vous donne un exemple bête, les choix de textes qu'on vous enseigne en enseignant la langue arabe ne sont plus les mêmes. De notre temps, il y avait quand même si on a fait beaucoup d'histoire islamique, mais il y avait aussi de l'histoire pharaonique, et il y avait des textes traduits de la littérature européenne. C'était beaucoup plus pluriel. Étant entendu que je pense aussi que l'interprétation de la religion stricto sensu était interprétée d'une manière beaucoup plus libérale ou beaucoup plus modérée. Donc non, il y a eu un changement. Il se trouve, après j'ai peut-être l'explication, la paranéa facile, il se trouve que le mode de gestion des frères musulmans ou de l'islam politique par Nasser, pour ne pas parler de ceux qui ont suivi, a consisté quand même à les mettre à l'éducation nationale. Ça partait du principe, de toute façon, ces gens savent former des gens dotés d'une grande moralité, donc on les met dans l'éducation, et ceux à qui ça ne plaît pas, qui veulent faire de la politique, on les mettra en prison. Donc, et vous voyez d'ailleurs, c'est le plus islamiste des officiers libres qui a eu le portefeuille d'éducation nationale, M. Kamal Din Hussein. Et ça a eu un impact. Comme en France, on a longtemps laissé, je ne sais pas si on a laissé ou c'est comme ça, l'éducation nationale, l'extrême gauche y est surreprésentée. Et ça a un impact sur la rédaction de l'histoire. C'est vrai que l'éducation nationale en France est plutôt de gauche, peut-être plus d'extrême gauche, mais on sent qu'il y a quand même une progression finalement. Donc d'après les dires de Dr Tawfik, c'est une régression depuis les années 60. Comment on est arrivé là?
comment on est arrivé là? À cette régression, oui. Oui, justement, il faut suivre un petit peu le développement du monde, suivre un petit peu l'ouverture. On parle de mondialisation maintenant, alors que dans les programmes, au contraire, comme vient de dire monsieur, ce sont toujours certaines personnes qui sont responsables de l'éducation, de mettre ces programmes-là. Et donc, les programmes ne reflètent pas du tout un esprit modéré. Mais je veux dire que même à l'étranger et même en France, en histoire, même dans l'histoire, enseigner aux jeunes en primaire en France, il y a certains traits qui sont tout à fait contraires à l'esprit modéré. Même si vous parlez que les programmes en France reflètent un petit peu l'esprit de gauche, mais j'ai vu moi-même dans les programmes d'histoire certains détails qui ne sont pas du tout modérés. Donc je veux dire qu'au niveau de la France, au niveau de l'Égypte ou du monde entier peut-être, il faut un petit peu jeter un regard plus profond sur le danger extrême dont on est en train tous de payer le prix actuellement en Égypte, en France, aux États-Unis, en Allemagne, à Londres. C'est un problème qui touche tout le monde finalement. Qui touche tout le monde. Et si on ne bouge pas pour vraiment commencer à régler ce problème depuis les programmes scolaires, depuis une culture qui commence de l'enfance jusqu'à la fin des études et qui couvre toute la société, on ne va pas en finir. Ce n'est pas une question de prendre des mesures de sécurité, parce que la mentalité toujours est la même. C'est la même mentalité et ce qu'on apprend dans les écoles, ce qu'on est en train d'un petit peu forger la tête des jeunes à l'école est complètement contraire à ce qu'on veut, contraire à la tolérance, à l'esprit ouvert. Je vais poser une question que je vais poser à Dr Toffi aussi, c'est que si on regarde le profil de ces jeunes qui sont âgés entre 20 et 31 ans, donc des jeunes vraiment dans la force de l'âge, comme on dit, dans la force du travail, et ces gens qui sont productifs, etc., mais qui finalement décident de sombrer dans cette criminalité, parce que si on regarde bien leur profil et on regarde bien leurs actes, on constate qu'entre le terrorisme qu'ils pratiquent et la criminalité, finalement, c'est la même chose, sauf que l'un, c'est au nom d'un matérialisme, et que l'autre, donc le terrorisme, c'est supposé être au nom de Dieu. Comment on fait pour passer dans ces deux idéologies, enfin, comment ces aspects criminels passent à des aspects terroristes et luttent dans un espèce de qu'ils appellent le sentier de Dieu? Oui, ces jeunes-là, en fait, donc ils sont un petit peu manipulés quelque part, hein, et on leur fait voir ou croire ou savoir que la société dans laquelle vous vivez est une société complètement corrompue. Donc vous rejetez la corruption et vous revenez vers Dieu. Et donc cette société corrompue, il faut lui faire la guerre, il faut tuer ces gens, même si ce sont des innocents. Du point de vue du terroriste, ce ne sont plus des innocents puisqu'ils ont accepté de faire part ou faire partie de cette société, de ce système. Donc on peut les tuer, c'est valable pour l'esprit du terroriste. En même temps, on lui fait croire que tu seras un héros et donc la grande récompense, c'est le paradis. Donc il ne faut pas chercher la récompense dans ce monde-là, mais ailleurs, voilà, au paradis. Ce qui fait qu'ils sont enlisés dans ce chemin-là. Ils accomplissent donc des actes d'une criminologie, d'une telle, si je veux dire, cruauté horrible, mais sans se culpabiliser, sans avoir ce sentiment de remords ou autre. Est-ce que c'est un discours pour attirer, où ces gens ces criminels, je dirais, parce qu'on ne peut plus les appeler les gens, ces criminels sont vraiment convaincus de ce que vient de dire Dr Rania? Il y a évidemment un mélange de discours et de dispositions personnelles. Les dispositions personnelles ressemblent un peu à la gnose. Si vous voulez, la gnose, c'est un courant religieux qu'on retrouve en judaïsme, en christianisme et en islam, qui veut que le monde est perdu. Que le monde, on ne sait pas, par une série de hasards ou de trucs, est tombé dans les forces du mal. Et alors, donc, il y a une minorité, une toute petite minorité de gens qui se souviennent de c'est quoi le bien. Et qui se forment, se socialisent entre eux, qui forment une petite société entre eux. Alors ça peut être tout à fait, comme dans le cas de Takrur Hegre, ils quittent les villes
Et ils vont dans le désert, et ça peut être qu'ils font des cellules clandestines. Et si vous y pensez, combien de fois vous pouvez vous dire je ne vais pas jouer à l'inspecteur, mais cette société n'est pas musulmane ou cette société n'est pas chrétienne. Il y a trop d'injustice, il y a trop de ceci, trop de cela. Alors il y a un petit passage de gens qui finissent par se dire moi je suis détenteur de la vérité. Cette société n'est pas, mais ça nous le disons tous les jours à un moment ou à un autre, cette société n'est pas, et ils s'enferment. Et il y a une socialisation sectaire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ces gens s'autoprogramment et on les programme pour ne plus croire quelqu'un qui ne partage pas leurs idées, pour ne plus l'écouter. Plus vous essayerez de lui dire quelque chose, plus vous êtes un agent du mal. Si vous essayez de lui dire c'est pas comme ça la religion, en plus vous êtes en train de commettre un sacrilège à l'égard de celle-là. Les autres sont des êtres humains, il ne comprendra pas de quoi vous parlez. C'est-à-dire il y a un processus de sectaire qui se met en place à partir d'une lecture du monde qu'on pourra qualifier de gnostique ou de gnostique ennemi. Donc finalement, pour la plupart, ils croient vraiment. Je ne vois pas comment on peut se donner la mort ou qu'on peut tuer si on ne croit pas en quelque chose. Enfin, alors ça c'est pour... Ou qu'on n'est pas aveuglé par une haine ayant trouvé des... Et alors les commanditaires, quant à eux, je veux dire, est-ce qu'ils croient vraiment... Est-ce que c'est vraiment un discours pour attirer? Est-ce qu'il y a un enjeu politique, un enjeu de rapport de force derrière? Je ne suis pas inquisiteur, je ne suis pas inquisiteur, mais je pense que M. Ben Laden était sincère. Je pense qu'Ayman Zawahiri est sincère. Après qu'il soit peut-être manipulé par des services, pour parler de Daesh, qui savent à peu près que c'est du n'importe quoi, c'est très possible hein, que vous ayez des gens tout à fait en haut qui ne croient pas un mot de ce qu'ils racontent. Mais c'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire ni de présupposer la mauvaise foi, ni de présupposer la bonne foi. La cybercriminalité, c'est quelque chose en développement et c'est à travers les réseaux sociaux que ces gens arrivent à tirer. Leurs armes sont vraiment très fortes. Comment est-ce qu'on peut contrer? Est-ce que l'Égypte a les moyens de contrer ce genre de choses? Oui, je pense que oui, parce qu'actuellement, je suis sûre que les services secrets suivent de très près tout ce qui se passe sur Facebook ou sur les réseaux sociaux ou à travers Internet. Donc, et il y aurait apparemment une nouvelle procédure, alors c'est pas vraiment officiel, donc on entend après de droite à gauche, il y aurait une procédure vraiment de surveillance sur les réseaux sociaux. Donc il y a une loi, enfin, il y a une espèce d'état d'urgence et une espèce de plan Vigipirate installé en Égypte. Oui, tout à fait. Donc je pense que les services secrets sont en train de surveiller tout ce qui se passe et ont une idée très claire des détails de ce que nous mettons sur Facebook ou autre pour protéger le pays quelque part. Non, mais alors cet homme-là, comment il a pu s'échapper des mailles du filet comme... Oui, c'est parce que toujours, malheureusement, il y a la négligence. On a toujours un côté de laisser aller en Égypte. Et pas qu'en Égypte, partout aussi, partout, voilà. Mais il faut être beaucoup plus vigilant. C'est-à-dire, on sait que les églises sont, par exemple, peuvent être victimes d'attentats, ou les mosquées, ou certains lieux publics. Donc, je pense que la sécurité sur ces lieux-là doit être vraiment très vigilante. Ce n'est pas le cas. Oui, mais à part surveiller... Si, prenons Paris, prenons la France pour vous donner le problème. La France, le problème est que c'est beaucoup plus facile à surveiller, mine de rien. Vous employez des cartes de crédit et vous avez des cartes Navigo pour circuler dans les métros. C'est quelqu'un qui n'apparaît pas, c'est-à-dire qui n'a pas de compte en banque, dont on sait qu'il existe, qui n'a pas de compte en banque, qui n'a pas d'adresse mail, où l'adresse mail, il ne s'y passe rien, et qui n'a pas de carte Navigo, tous ces services sont surveillés. Tandis que ça, en Égypte, vous ne pouvez pas. Il y a trop d'informalités en Égypte. Vous n'avez pas la formule d'abonnement dans les métros. Quand j'ai une carte Navigo en France, le jour où ils veulent avoir une enquête, ils peuvent très facilement par informatique savoir où je vais, par mon adresse mail deviner à peu près qui je fréquente, ou par ma page Facebook, voir avec qui je suis familier ou pas. Ils ont des manières, ils ont des manières de dresser un profil social de ma personne extrêmement précis. Alors, ils ne le font pas tout le temps parce qu'on ne peut pas surveiller tout le monde, mais dès qu'ils se disent quelque chose. Et si quelqu'un disparaît complètement des radars, ils commencent à se poser des questions. Ils sont censés. Étant entendu que même ça demande des moyens énormes. En Égypte, vous n'avez pas ça.
Si le type n'a pas de compte en banque, c'est normal. Combien de gens en Égypte n'ont pas de compte en banque? Si vous n'avez pas il n'y a pas d'abonnement métro. Et puis même, l'accès Internet en Égypte, on dirait qu'il est réservé à une certaine classe de population éduquée. Et comme on a 40% de personnes qui malheureusement n'ont pas accès à une éducation assez élevée, je dirais, donc vous avez déjà une partie de cette population-là qui est... Mais les terroristes utilisent Internet. Ils font partie des gens éduqués. Le problème, c'est que vous avez 90 millions de gens, que ce sont des services égyptiens qui ont connu des moments très difficiles entre 2011 et 2013, que le défi est entièrement nouveau, et que ce n'est pas un pays aussi contrôlable qu'un pays européen où tout se fait par ordinateur, les achats ou Enfin, il y a quand même une grande expérience. C'est-à-dire que dans les années 80, déjà avec les attentats, tous les films qu'on voit, les films égyptiens qu'on voit sur ces mouvements salafistes et extrémistes qui sévissaient dans les quartiers populaires, ça datait depuis les années 80, depuis Sadat, depuis même... non, mais ils ont un savoir-faire, ils surveillent les mosquées, ils surveillent les librairies qui vendent ce genre de livres. Je ne vous dis pas que la mission est impossible, ils ont plus de latitude que les services européens. Mais il y a aussi des problèmes insurmontables. Le problème est très simple, c'est si je sors là et que je décide de devenir un terroriste et que je suis vraiment que le pétage de plomb se place... Non, mais d'accord, que le pétage de plomb se passe en 10 jours, ils n'auront pas le temps. D'accord. Il y a un problème de rapidité de la... Et puis il y a un problème de variété. Je me souviens d'une expérience personnelle quelque chose qui m'est arrivé qui était très effrayante, c'est-à-dire que sur la route pour aller à Alexandrie, et puis je me suis dit j'ai 2 heures de route devant moi, autant les occuper à faire quelque chose d'utile. Je raconte un peu ma vie, je suis désolé, mais c'est juste pour montrer à quel point ces gens-là sont très malins. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais réviser un peu mon arabe, ma langue arabe. Donc je vais sur YouTube et puis je tape apprentissage de la langue arabe, et puis je tombe sur le présent, donc la conjugaison au présent. Bref, j'écoute la vidéo et puis je regarde la fin de cette vidéo. Alors ça commence, c'est quelqu'un qui parle un petit peu d'une manière, enfin c'est ces gens qui commencent toujours par des mots religieux, etc. Bon, ça m'a pas vraiment étonné, je me suis dit bon, c'est pas vraiment un problème. Et à la fin de cette vidéo-là apparaît un drapeau de Daesh. Donc, alors, quand je regarde, j'ai commencé à douter de moi et je me suis dit, putain, dans quoi je suis tombé? Puis je regarde la personne, l'émetteur de cette vidéo. C'est une personne lambda, vous parlez, je peux être terroriste. Enfin, en fait, c'est une personne lambda qui poste cette vidéo-là. L'intitulé n'a rien à voir avec quoi que ce soit d'attaque terroriste, c'est juste révision du présent dans la langue arabe. Donc ces gens-là sont vraiment arrivent à sortir quand même dans les mailles du filet. Est-ce que je me demande franchement, est-ce que on arriverait avec une telle complexité, une telle ruse à pouvoir les attraper? Alors, vous parlez de Daesh, mais Daesh, moi je pense que c'est un cas spécial parce que Daesh, ils ont énormément d'argent, ils sont financés de je ne sais pas où, donc de peut-être des États ou des organisations ou autres. Mais Daesh possède des moyens financiers énormes et ils ont recours toujours à des personnes des informaticiens très compétents, des méthodes très sophistiquées, des armes très développées. Donc Daesh c'est un cas particulier. Ils savent très bien ce qu'ils font, ils ont tout planifié et moi je pense que Daesh de A à Z est donc formé ou créé par... Non mais c'est des cerveaux, il y a des gens qui fabriquent, hein. Ce ne sont pas des gens qui... ils ne sont pas ça de manière chaotique, hein. C'est vraiment très systématisé. Non, ils sont très organisés, ils savent très bien ce qu'ils font, mais je pense qu'ils sont payés pour tout ça. Ils sont très bien payés pour faire cela. Et ils ont recours aux personnes qui sont les plus expérimentées dans ce domaine-là. Oui, même dans leurs films, il y avait... Je me souviens, il y avait un reportage qui parlait de la technicité de leur film. Il y a un réalisateur, il y a une mise en scène, il y a c'est des caméras de professionnels, c'est des professionnels qui filment. Oui, mais comment justement... Et même ce sont des meurtriers professionnels, je veux dire. Ils savent comment tuer les gens, ils savent comment... Des mercenaires, tout à fait, payés
Voilà, d'ailleurs, on le voit en Syrie, hein, les journalistes qui sont là-bas affirment que ces groupuscules terroristes, finalement, c'est devenu du commerce plus qu'autre chose. Vous parlez, Dr Tawfik, de l'expérience de l'Égypte. Alors, si je reprends un petit peu tout ce qu'on a dit depuis le départ, il faudrait d'abord je dirais une remise en question de manuels, une remise en question de l'éducation religieuse aux enfants, les emmener d'abord, leur faire d'abord comprendre les valeurs d'ouverture d'esprit de l'islam, alors avant de leur faire comprendre, avant de les faire apprendre par cœur des versets sans comprendre ce qu'ils veulent dire, et ni leur contexte. On a un système, disons, des informalités dans la reconnaissance des personnes et des personnes qui ne sont pas sous fichier, donc une espèce d'archives qui finalement rendent plus complexe le tracé de citoyens et de citoyens potentiellement dangereux. Maintenant, si on parle de coopération avec les partenaires, alors en Europe, l'Union européenne avait créé le CITSEN, c'est donc le centre de situation. Il reçoit des informations de tous les services de renseignement de tous les Européens. Nous, dans notre région, qui sont plus enclins à ces phénomènes de terrorisme, où on en est? Écoutez, je ne sais pas au juste. Alors, je voulais juste dire qu'il y a quand même, il ne faut pas sous-estimer le volet lutte antiterroriste. Le travail culturel, on doit le commencer hier ou avant-hier, mais il prendra du temps. Donc, dans l'immédiat, il faut quand même donner beaucoup d'importance aux moyens policiers. Je peux souligner les problèmes. Et puis, je ne sais pas comment ils sont gérés, puisque chaque pays a sa formule, que je ne suis pas tout. D'abord, le problème européen est différent parce que c'est un pays qui n'a encore que nous avons le même problème, mais pour des raisons différentes. C'est un continent dont les frontières sont extrêmement poreuses. Et Schengen n'a rien arrangé. Il est très facile de circuler au sein de l'Union européenne. Il y a un autre problème que le terrorisme est à la fois home ground, c'est-à-dire il naît dans le pays et il vient de l'étranger. Ce qui fait que, en général, les services qui surveillent le territoire national ne sont pas les services qui surveillent les ennemis extérieurs. Et il y a deux considérations contradictoires, il faut les obliger à coordonner, mais en même temps, il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. Les œufs dans le même panier impliquerait de dire que chaque service s'occupe de tout. Et non, ne pas mettre les œufs dans le même panier, chaque service s'occupe de tout. Mais on a après des cachotteries. On sait par exemple depuis le 11 septembre 2001 aux États-Unis que si les services américains avaient mis ensemble tout ce qu'ils savaient, tout ce que chacun savait, il n'y aurait pas eu d'attentat. Ils auraient additionné. Sauf que chacun savait une chose, ne l'avait pas partagée. Alors ça, c'est un gros problème de coopération au sein de l'Union européenne. Il faut améliorer la collaboration entre les services de chaque pays, avec le problème que s'ils finissent par dire une chose, tout décideur a intérêt à avoir deux sons de cloche. Et que si vous obligez tous à travailler ensemble et à produire un texte, vous n'aurez pas de son de cloche. Le problème est comment les pays travaillent entre eux. Ça pose des problèmes juridiques énormes, puisqu'ils ne définissent pas la radicalité de la même manière. Il y a des pays qui s'en foutent complètement de savoir s'il y a des salafistes ou pas, d'autres pour qui même un salafiste quiétiste est un problème. Disons, il y a une uniformisation des normes juridiques ou des normes sécuritaires qui n'est pas pour demain. Mais ça, c'est pour l'Europe. Et dans les pays de la région... Les pays de la région travaillent ensemble. Ouais. Ça, je le sais pas par des Égyptiens, mais par exemple, il y a des accords de gentlemen. Si je vais au Liban, je serai surveillé par les services libanais. Les services égyptiens surveillent. Ils sont censés échanger des infos et chacun surveiller son territoire, y compris les étrangers qui sont sur le territoire. Et de transmettre. Si un Libanais est en train de devenir extrémiste chez nous, on prévient les Libanais. On les prévient. Donc il y aurait une meilleure coopération, un meilleur travail dans les pays de la région arabo-musulmane, ou les pays arabes en tout cas. Les textes le permettent et on peut penser que dans l'ensemble c'est fait. Il y a quand même au moins une très grosse exception, vous voyez très bien de qui je parle, mais les autres travaillent. Oui. Est-ce que la solution de faire circuler des policiers comme on voit à Paris, en France, en général, maintenant les militaires circulent dans la ville, c'est cette opération, ce qui s'appelle l'opération Sentinelle, elle est là pour dissuader et intervenir si malheureusement il y a quoi que ce soit. Est-ce que ça pourrait marcher ici ?
Ça peut marcher, oui, ça peut marcher. Je pense que, pourquoi pas, c'est une mesure de plus, une mesure supplémentaire. Donc ça peut marcher, oui. Et vous en pensez quoi? Ça ne marche pas là-bas, je ne vois pas pourquoi ça marcherait ici. Ouais, donc c'est juste une mesure pour assurer. Oui, mais est-ce que donc il n'y a aucune force de dissuasion si on place des militaires des militaires égyptiens dans les rues égyptiennes? Là, on peut, et ça pourrait marcher, sauf que nous sommes tous attachés à l'institution militaire. C'est trop l'exposer, elle a déjà beaucoup trop de missions. Regardez, elle a à s'occuper de la Libye, elle a à s'occuper du Sinaï. Le Soudan n'est pas exactement un partenaire amical, je crois que je peux le dire. Donc s'il faut encore qu'elle s'occupe du front intérieur, je ne crois pas qu'il puisse le faire. Je ne crois pas qu'il puisse le faire tous les jours. Sur les grandes occasions, oui, mais... Par contre, je pense que ça serait efficace parce que, par exemple, à Paris ou dans toutes les villes en France, si on va par exemple à la gare, si on va à l'aéroport, on trouve des militaires partout. Moi, personnellement, ça me rassure de les voir circuler comme ça nous rassure tous. Ça vous rassure, mais est-ce que vous pensez que ça peut dissuader? Oui, ça peut dissuader parce qu'ils sont vraiment très professionnels. Ils savent ce qu'ils font, ils sont très organisés. Oui, je pense qu'ils ont l'équipement nécessaire. Donc je pense que oui, ça peut dissuader, bien sûr. Surtout que, excusez-moi, surtout qu'en Égypte, l'armée, on a un énorme respect pour l'armée aussi. C'est vrai que ce n'est pas le même rapport. Voilà. Oui. Donc pour nous, en Égypte, l'armée, je pense, la présence de l'armée, la force de l'armée, c'est ce qui fait qu'on existe toujours. Je voulais aussi dire par rapport à la... Oui, mais cette... disons cette relation presque, je dirais pas intime, enfin en tout cas très proche, puisque finalement l'armée égyptienne dans chaque famille il y a au moins un membre de l'armée, si ce n'est pas un service, c'est pas le service obligatoire, c'est un militaire engagé. Même s'il n'y en a pas. Oui, mais oui. Ce que je voulais dire, c'est que est-ce que finalement ça ne pourrait pas fausser leur mission? Vous savez qu'il y a cet accueil chaleureux, on n'est pas... en France, par exemple, on sait faire la part des choses. C'est-à-dire que moi, si j'approche un militaire, je risque d'avoir des problèmes, même si il sait que je viens gentiment lui parler. Tandis qu'en Égypte, on ne peut pas avoir ce rapport, il ne se fait pas. C'est culturellement impossible. Donc, est-ce que ça ne pourrait pas fausser la mission si on fait descendre... Alors que, comme dirait le Dr Taoufik, ils ont d'autres chats à fouetter? Je ne pense pas. Moi, je pense aussi que c'est les militaires eux-mêmes qui doivent faire respecter cette limite petit à petit. Petit à petit, doivent mettre des limites, apprendre au peuple à quand même savoir qu'on est des gens en mission et pour sécuriser, on n'est pas là pour discuter parce que sinon, ce n'est plus professionnel. Vous vouliez intervenir? Écoutez, je reprends l'expérience française, c'est-à-dire, je peux accepter, je pense, l'argument que c'est dissuasif et que ça peut faire très peur. Par contre, les militaires ne sont pas contents. C'est un truc très fatigant. Oui, bien sûr. C'est un truc très fatigant, ça les empêche de faire leur mission essentielle, ça coûte de l'argent et c'est du temps pris sur l'entraînement. Or, c'est un métier qui exige une formation continue. Les armes changent, s'améliorent, etc., etc. Alors, encore une fois, je pense que c'est pas... Je ne dis pas qu'il faut l'exclure, mais ce n'est pas la meilleure solution. Il faut faire une force, même, je disais, comme un Markazi, qui ne soit pas forcément une force de police, mais qui ne soit pas une force d'armée, une gendarmerie, si vous voulez. Oui, une espèce de gendarmerie. Et une coopération peut-être entre les différentes institutions égyptiennes. Les pays, surtout en Europe, et je reprends le cas de la France, puisque nous sommes une chaîne francophone, il y a vraiment ce qu'on appelle, par exemple, les services de renseignement intérieur et extérieur, les services de lutte antiterroriste. Il y a vraiment des départements spécialisés dans cette lutte antiterroriste. Et ils coopèrent. Le plan Vigipirate, dans la base du plan Vigipirate, c'est une coopération nationale entre les différentes institutions, différentes communautés de toute la France. Est-ce qu'on a quelque chose de semblable en Égypte? Et si on ne l'a pas, qu'est-ce qu'on a pour justement pouvoir contrer ces attaques? Dr Taoufik, pour commencer. Dans le détail, je ne sais pas, mais on l'a en général. Après, il y a des couacs, bien sûr. Mais on l'a, ce sont des services qui se parlent, il y a des tensions entre eux, ce qui veut dire qu'ils se parlent. Et le président, ce qu'il n'y a pas en France, peut quand même retirer le dossier, peut donner le dossier à deux instances différentes, ou au contraire peut dire, bon maintenant, je ne te fais plus confiance, je le donne à quelqu'un d'autre, je veux dire à une autre institution. Donc il ne dit pas qu'il y a plus de sujets de friction, mais ce sont des gens qui se parlent.
Je peux vous garantir qu'ils se parlent et qu'ils se disputent aussi. Mais ils se parlent. Oui, ils se parlent. Et vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je pense qu'ils coopèrent, ces services coopèrent entre eux, ça c'est sûr, bien sûr. Mais je voudrais aussi ajouter que l'Égypte, on faisait une petite comparaison entre l'Égypte et l'Europe pour la coopération entre donc, les pays de l'Union européenne et entre l'Égypte et les pays arabes. Oui, mais actuellement, l'Égypte est dans une situation assez quand même délicate parce qu'à côté de nous, on a sur nos frontières les problèmes qui sont en Libye avec Daesh. Nous avons des problèmes avec le Soudan qui se fait la guerre aussi. Nous avons les problèmes au Yémen, en Syrie. Donc la coopération va être entre l'Égypte et donc très peu de pays qui n'ont pas encore de problème. Mais donc, par conséquent, nous, on a une responsabilité plus grande et une tâche beaucoup plus difficile. Ce n'est pas comme les pays européens qui sont assez stables et qui ont donc pour les frontières, ils n'ont pas de problème. Mais nous, on est dans une situation vraiment assez grave. Assez complexe, oui. C'est-à-dire, oui, dans le sens que vous avez beaucoup de services qui ne savent pas travailler. Je ne vais pas donner de nom, mais dans le monde arabe, vous avez beaucoup de services inefficaces. Cela dit, alors je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais par exemple, vous savez que le président Moubarak et le colonel Kadhafi ont souvent eu de grandes périodes de brouille. Même dans les plus fortes périodes de brouille, les services travaillent ensemble sur ces questions. Donc je peux être enclin à penser que même si nous avons des frictions, encore une fois, il y a une très grosse exception. Mais par exemple, je suis presque certain, c'est dans la presse que nous continuons à échanger des informations, ça a été dit récemment, avec services syriens, ou que nous échangeons des informations avec des services dont nous sommes fâchés. Bon, il y a Donc, quand même deux services ennemis. Je pense que pour conclure, sécuritairement parlant, les pays de la région sont dotés de mécanismes et d'organisations qui sont capables, qui travaillent, alors ils disputent peut-être, mais en tout cas qui sont très coopératifs. Alors c'est finalement le problème réside dans la racine même de ces terroristes. On a vu la misère, on a vu l'éducation, on a vu donc des problèmes sociaux, économiques qui, je pense, seront plus importants à combattre dans le futur, plus important à développer dans le futur que des solutions peut-être sécuritaires. Docteur Rania Kamar, vous êtes donc maître de conférence spécialiste en histoire des idées. Merci d'avoir été avec nous. Et Docteur Tofia Klimondos, vous êtes professeur de sciences politiques à la faculté de Sciences Po, donc branche française, à l'Université du Caire. Merci d'avoir été avec nous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de mes collègues anglophones. Je vous retrouve très bientôt. Excellente soirée. Au revoir.